Il est 19 h à Kinshasa, lors de votre grande édition du journal sur Kyria Media Channel. Tout de suite, les principaux titres. À Kinshasa, le ministre des Infrastructures John Bonzalunda a discuté avec la Banque africaine de développement de l'avancement des projets stratégiques du pont rail Kinshasa-Brazzaville et d'autres grands chantiers. Et ensuite, suite à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi au dialogue national, excluant les groupes armés, découvrez dans ce journal la réaction de l'opposant prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Et enfin, le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito rassure les députés provinciaux sur la prise en compte de leurs préoccupations concernant la rétrocession de la caisse de péréquation ainsi que certains arriérés. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dialogue en RDC, réagissant à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi à un dialogue sans les groupes armés. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a estimé que la priorité reste à la fin de l'agression et l'instauration de la justice, condition préalable avant tout dialogue durable. Suivant cet extrait choisi par la rédaction. Sur des fausses communes. Il y a 29 ans, l'hôpital de Lémer a été attaqué par des hommes armés. Les malades que je venais d'ailleurs d'opérer ont été assassinés dans leur lit. Le personnel qui était courageux et qui ne voulait pas quitter l'hôpital a été aussi massacré. Et 29 ans après, ceux qui ont commis ces crimes courent toujours. Ils sont dans l'armée, ils sont dans l'administration, ils ont des postes politiques. Et je pense que ça, c'est inadmissible. Si demain, cette population, ces jeunes, ces femmes, ces hommes congolais, vous demandez de diriger une transition, vous seriez prêt? C'est une question que je trouve tout à fait prématurée. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Et je trouve que les hommes politiques, avant de se disputer des positions, ils devraient d'abord se rendre compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase... C'était un extrait de nos confrères de DW. Toujours dans le même registre, au lendemain du nouvel accord conclu entre Doha et le gouvernement congolais et la FCM23, la MONUSCO a réaffirmé son soutien au processus de paix. Dans un communiqué paru ce mardi 3 février, la mission onusienne s'engage à mobiliser ses moyens logistiques et techniques pour garantir l'efficacité du suivi du cessez-le-feu sur le terrain, conformément à son mandat de protection de la population civile. Images et commentaires de Samuel Angalula. Au lendemain du nouvel accord conclu à Doha entre le gouvernement congolais et la FCM23, la MONUSCO a réaffirmé son soutien au processus de paix. Dans un communiqué publié ce mardi 23 février 2026, la mission onusienne s'engage à mobiliser ses moyens logistiques et techniques pour garantir l'efficacité du suivi du cessez-le-feu sur le terrain, conformément à son mandat de protection des populations civiles. Le succès d'un cessez-le-feu repose sur sa vérification. Pour éviter toute violation, la MONUSCO a annoncé qu'elle mettrait ses ressources à disposition du mécanisme conjoint de vérification élargi. Ce soutien technique est crucial pour transformer les engagements diplomatiques de Doha en une réalité concrète et sécurisée pour les habitants de l'Est de la RDC. Viviane Van de Peer, chef par intérim de la MONUSCO, a précisé que cet appui se fera dans le strict respect de la souveraineté de la RDC. En s'appuyant sur la résolution 2808 du Conseil de sécurité, l'ONU se positionne comme un partenaire clé pour stabiliser. Et dans le ministère du budget, le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito a ce mardi 3 février rassuré les députés provinciaux sur la prise en compte de leurs préoccupations liées à la rétrocession, à la caisse de péréquation ainsi qu'aux arriérés lors d'une série d'échanges tenus dans son cabinet avec le caucus des élus provinciaux ainsi que ceux de l'ANSER et le sous-gestionnaire de crédit. Suivez. Le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito a reçu dans son cabinet au centre financier de Kinshasa le caucus de députés provinciaux, la direction générale de l'ANSER ainsi que le comité du corps des sous-gestionnaires de crédit, conduite par Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. La délégation des députés provinciaux a fait part des difficultés liées au fonctionnement des provinces, notamment la faible rétrocession et la situation de la caisse de péréquation. Le VPM du budget a rassuré quant à la prise en compte de leurs préoccupations
et à l'apurement progressif des arriérés. Les échanges avec l'ANSER ont porté sur le suivi de l'exécution budgétaire en vue de renforcer l'électrification en milieu rural et périurbain. De son côté, le comité de corps de sous-gestionnaires de crédit a soulevé les questions de rémunération, d'avancement de conditions, d'avancement et de conditions socio-professionnelles pour lesquelles le ministre a promis un accompagnement soutenu. Sous la coordination de la première ministre Judith Souminois, Adolphe Mozito réaffirme son engagement à traduire les actes de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, ce mercredi 4 avril, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Bonza-Lunda a échangé à Kinshasa avec une délégation de la Banque africaine de développement sur le projet stratégique du pont rail Kinshasa-Brazzaville et d'autres grands chantiers. La rencontre a permis de souligner les avancées sur ce projet. Suivez. À Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Bonza-Lunda a présidé une réunion avec une délégation de la Banque africaine de développement conduite par le Dr Léandre Bassolé. Les échanges ont porté principalement sur le projet de pont rail reliant Kinshasa à Brazzaville, initiative majeure d'intégration régionale soutenue par les présidents Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. La BAD a salué l'évolution positive du projet avec la signature d'un accord financier prévu le 12 février 2026. Les experts des deux pays travaillent à l'harmonisation des régimes tarifaires, fiscaux et douaniers. Le ministre a également souligné l'importance du projet intégrateur sur la rivière Ubangi avec la RCA ainsi que la nécessité d'accélérer les procédures pour le projet de Mbuji-Mayi. Donc les discussions ont été riches et que je peux vous rassurer que la coopération se porte bien et que la banque apporte vraiment un appui important à la RDC dans la réalisation des infrastructures structurantes, reflet de la vision de son Excellence le Président de la République. Pour ce qui est des dossiers spécifiques qui ont été discutés, je peux rassurer les populations, je peux dire que les populations doivent être rassurées de l'engagement des plus hautes autorités de la RDC de faire de ces différents projets une réalité dans un futur très proche. Concernant la route Bukavu-Goma, l'insécurité à l'Est freine les travaux. Le ministre a rassuré que le gouvernement et la BAD restent engagés aux côtés des populations malgré les difficultés. Enfin, la BAD a exprimé son soutien à l'organisation de la première conférence sur les infrastructures en RDC et à la création d'une cellule d'études. Restons toujours dans le secteur des infrastructures où, dans le cadre des mesures d'urgence prises par le gouvernement, des travaux de sensibilisation, de stabilisation des érosions sur la route Kimwenza qui arrive à leur phase décisive. Cette intervention initiée sous l'autorité du ministre des Travaux, des Infrastructures et Travaux publics John Bonza-Lunda vise à rassurer la reprise de la desserte en eau qui est la fluidité de la circulation sur cet axe prioritaire. Suivez. Nous sommes sur place au lieu de l'érosion. Mais tel que les choses évoluent, nous pensons que si ça évolue très bien, cette nuit pourront remblayer complètement cette conduite. Et cela va permettre à la régie des eaux demain matin, si tout va bien, pour qu'on remette la desserte en eau dans cette partie de la ville. Donc les travaux évoluent très bien. Je crois que nos abonnés qui ont longtemps souffert à cause de cette érosion vont devoir voir l'eau couler encore une fois de plus dans les rues. Merci, nous sommes là pour suivre le travail. Et dans le secteur des routes, dans le cadre de l'opération Tosabato Sayo lancée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, la division urbaine de transport a intensifié ce mardi 3 février 2026 à Kinshasa la lutte contre les stationnements anarchiques. Face aux dérives observées, dans la gestion des parkings, l'autorité urbaine a annoncé un renforcement du dispositif avec un déploiement accru des brigades aux principaux carrefours afin d'améliorer la fluidité de la circulation et faire respecter le code de la route. Donc on rappelle pas les sous problématiques à parking parce que des autres après ça ma casse en bas parking. Na carte opération yo, tu associé qui aussi associé ba chauffeur mais également na ba chargeur. Bango baza na rôle ya veiller pe na ordre na ba parking et ça rôle to confier bango. Ça veut dire que il faut toujours en principe
le premier arrivé, le premier servi. Et ça, normal, tu es dans le parking, mais tu es mis en désordre de Kangi 3 bandes. Parce que vous allez dire là, non. Ceux qui sont alignés, ils sont alignés, ils sont désordre, ça. Nous parlons Mpox en santé. Malgré la levée de l'alerte sanitaire du niveau continental, la RDC prolonge son état d'urgence nationale jusqu'au mois de mars 2026. Le dernier bilan hebdomadaire fait état de 245 nouveaux cas suspects, 24 confirmations, portant le cumul annuel à 33 366 cas. Sur le front de la prévention, la vaccination progresse avec 1,5 million de personnes protégées, soit environ 46% de couverture, portée par des avancées notables dans l'Équateur et le Sud Kivu. La mesure de prolongation a pour but de permettre à la RDC de poursuivre les efforts de sensibilisation et de finaliser les objectifs de couverture vaccinale dans les provinces les plus reculées. Et puis toujours en santé, le monde célèbre aujourd'hui, 4 février, la journée contre le cancer, une journée initiée par l'Union internationale contre le cancer en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. La dite journée vise à améliorer la connaissance sur la maladie. Joint au téléphone, le docteur Serge Mpoité du département anatomie et pathologie des CUK nous explique les symptômes et traitements de la maladie. Nadia Mabonso pour les reportages. Alors, c'est quoi le cancer? De façon tout à fait simple, le cancer est un ensemble de maladies caractérisées par une prolifération anarchique et incontrôlée des cellules anormales, résultant donc de l'accumulation d'anomalies génétiques. Quels sont les types de cancers? Voilà, ça dépend de la façon dont on aborde la question. En fonction, n'est-ce pas, de l'organe qui est atteint, on peut citer le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal, le cancer du foie, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, le cancer de la peau et j'en passe. Mais les scientifiques, en fonction du tissus qui prolifèrent, ils classifient, n'est-ce pas, les cancers en carcinome, en sarcome, en leucémie, en lymphome, en mélanome, et j'en passe. Donc, peut-on guérir du cancer? La guérison est tout à fait possible lorsque le diagnostic est posé à un stade précoce, et on dira donc que le pronostic dépend de plusieurs facteurs. Le type histologique de cancer, le stade évolutif, le grade tumoral, l'état général du patient et bien évidemment la qualité et la précocité de la prise en charge de la maladie. Voilà. Quels sont les signes d'alarme? Alors on va citer plusieurs signes qui ne sont pas forcément des signes qui, lorsqu'ils apparaissent, signifient que vous faites un cancer. Non, ça sera au médecin, n'est-ce pas, de faire le diagnostic et de vous dire ce que vous avez comme problème. Mais de façon générale comme ça, on a des amaigrissements, des asthénies persistantes, douleurs inhabituelles ou progressives, des masses, n'est-ce pas, ou des tuméfactions inexpliquées, des saignements anormaux, des troubles digestifs persistants. Et en sport, en pleine préparation de leurs prochaines échéances, les Léopards Dames U20 ont disputé ce mardi un match amical de haute intensité face à l'équipe masculine de Charles Mpenze Fondation, une formation de 3e division plateau, dans une rencontre riche en enseignements, malgré la courte défaite de 4 buts contre 5. Suivez. Les Léopards Dames U20 ont livré une prestation engagée ce mardi à l'occasion des matchs amicaux de haute intensité face à l'équipe masculine de la Charles Mpenze Fondation CMEO, club évoluant en 3e division plateau. Opposé à une formation physiquement solide et rythmée, les jeunes léopards ont montré du caractère et une belle organisation collective, malgré une courte défaite sur le score de 5 buts à 4. Une rencontre riche en enseignements qui a permis au staff technique d'évaluer en conditions réelles l'état tactique, physique et mental du groupe. Au-delà du résultat, ces matchs s'inscrivaient dans une logique de préparation servant des tests de grandeur nature avant le rendez-vous crucial face aux éléphantaux. L'intensité imposée par l'adversaire a mis en lumière la progression des joueuses, leur capacité à répondre aux défis athlétiques et à maintenir un niveau de jeu élevé. Cette opposition face à une équipe masculine confirme la volonté du staff d'exposer les Léopards Dames U20 à des situations exigeantes
afin d'affiner les automatismes, corriger les détails et renforcer la cohésion du groupe. Les regards sont tournés désormais vers les prochains chocs où les léopards auront à cœur de capitaliser sur cette expérience pour afficher un visage conquérant et compétitif. Tout à fait autre chose. Dans ce journal, l'intelligence artificielle fait débat en RDC pour certains étudiants. Elle facilite la recherche scientifique tandis que certains parents plaident pour son utilisation limitée en vue de stimuler la réflexion des enfants. Apparu dans les années 50, l'IA s'est rapidement imposée comme un outil majeur scientifique. Ils ont répondu au micro de Thérèse Lundo. Suivez. De nos jours, l'utilisation de l'intelligence artificielle fait objet de controverses quant à son utilisation. Pour Enoch, étudiant de l'Université pédagogique de Kinshasa, l'usage de l'intelligence artificielle est bon pour fournir rapidement quelques recherches scientifiques. Il a expliqué aussi les désavantages de cet outil. Enfin, c'est mon opinion. Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un outil de travail conçu pour aider, au fait, pour faciliter dans tous les domaines, dans tous les domaines, faciliter, gagner du temps en donnant des informations nécessaires que la personne qui est en train d'utiliser veut, au cas où il oublie quelque chose. Par exemple, il voudrait se référer, au lieu d'aller encore sur Internet, il peut utiliser l'intelligence artificielle et ça l'aide à gagner au fait du temps. Mais actuellement, là, je dirais que la jeunesse est en train de s'abrutir, au fait. Parce qu'ils ne veulent plus chercher à apprendre. Ils pensent que l'intelligence artificielle est juste là pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Pour ce parent d'élèves, l'utilisation de l'intelligence artificielle devait être limitée pour éviter la fainéantise et d'aider les enfants à réfléchir par eux-mêmes. Pour moi, je vais plutôt surtout aller vite ou tout droit à l'État. Parce que c'est lui qui est le responsable. Limiter qu'à tel âge ou à telle génération, on ne peut jamais utiliser l'intelligence artificielle. C'est juste un outil tout simplement. Mais quand les élèves aujourd'hui, les enfants sont en train d'utiliser cette intelligence, donc demain ou le lendemain, nous n'aurons plus des personnes capables. La première fois que l'on entend parler de l'intelligence artificielle remonte aux années 50. Mais c'est en 1956 que l'intelligence artificielle s'impose comme un véritable domaine scientifique à travers le monde. Et puis, cette page noire, la scène culturelle congolaise en deuil ce mercredi 4 février. Emmanuel Égide Manoanois, connu sous le nom d'Elbas Manoanois, s'est éteint à Kinshasa, laissant un vide immense dans le cinéma national. Réputé pour son talent et sa présence sur la scène internationale, il avait marqué les esprits par ses rôles dans des films majeurs tels que Félicité ou encore Viva Riva. Suivez. Tu sais comment on m'appelle? On m'appelle Elbas. C'est ça mon nom, Elbas. Mais Elbas, tu sais ce que c'est? Elbas. Ceux qui m'aiment dans le domaine qui est le mien, le cinéma, ils m'appellent Joe S. Et Joe S comme succès. Joe Succès. Déjà dès demain, je vais t'amener rencontrer des gens qui sont très proches des Kimpavita sur le plan historique. Et d'ailleurs, pour la plupart, c'est des gens de chez Kimpavita, c'est-à-dire, je veux dire, ils appartiennent à la même tribu que Kimpavita. Donc, ils la connaissent mieux que moi. Mais, moi, je connais aussi Kimpavita. Je le connais. Et donc, ne t'inquiète pas, je pense que on va gagner la bataille. Ah, tu es belle, tu sais. Ok. Et puis cette autre nouvelle, toujours en page noire, en dehors de nos frontières, 14 ans après la chute de son père, Seif al-Islam Kadhafi a été assassiné ce mardi 3 février 2026 à Zenten lors d'une opération de coup de poing menée par un commando armé. Longtemps pressenti comme un successeur du guide libyen, l'homme de 53 ans dont le parcours oscillait déjà entre réformes, crimes contre l'humanité, a été exécuté dans sa propre résidence. Samuel Angalula pour les détails. Le fils et successeur pressenti de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi a été exécuté ce mardi 3 février 2026 par un commando armé dans sa résidence de l'ouest libyen. Seif al-Islam Kadhafi, âgé de 53 ans, a été tué aux alentours de 14 heures.
Selon son conseiller Abdul Othman, l'attaque a été menée par un groupe de 4 hommes armés à Zétan, ville où il résidait. L'opération a été d'une précision chirurgicale. Les assaillants ont d'abord neutralisé les caméras de surveillance avant de prendre d'assaut la résidence et d'exécuter leur cible. L'information a été confirmée par son conseiller lors d'une intervention sur la chaîne de télévision Libya Al-Ahrar. Longtemps présenté comme le visage moderne du régime de son père, Saif al-Islam s'était forgé une image de réformateur instruit, capable de normaliser les relations de la Libye avec l'Occident. Cette réputation a volé en éclats lors de la révolution de 2011, lorsqu'il a promis des bains de sang pour la rébellion qui s'opposait à son père. Ce revirement radical a scellé son destin auprès de la communauté internationale et de la population insurgée. Fin de ce journal, messieurs, dames, le rappel des titres. À Kinshasa, le ministre John Bonzalunda a fait le point avec la Banque africaine de développement sur le projet Pont-Rail Kinshasa-Brazzaville ainsi que d'autres chantiers. Et puis dialogue national, vous avez suivi dans ce journal la réaction de l'opposant prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, suite à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi. Toujours dans ce journal, le VPM en charge du budget, Adolphe Mozito, a rassuré les députés provinciaux sur la rétrocession, la caisse de péréquation ainsi que le paiement de leurs arriérés. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur votre chaîne.